Nous allons traiter un exemple de sujet d'évaluation commune en histoire pour classe de première générale. Il est tiré de la Banque nationale de sujets. Il s'agit d'une analyse de documents liés au chapitre sur la Révolution française. Vous allez mettre sur pause pour prendre le temps de bien lire l'ensemble des indications sur le document avec la note explicative 1, la note explicative 2 et puis la source de celui-ci. Donc mettez sur pause. Il faut mettre en œuvre la méthode Candice pour un sujet d'analyse de documents en histoire. Le C pour le contexte, dans quel cadre événementiel s'inscrit les documents, à quelle date ont-ils été faits. A pour auteur, personnage politique, journaliste, anonyme. N pour nature, poème, discours politique, etc. D pour destinataire, à qui s'adresse-t-il. I pour idée, l'idée principale, l'idée forte, le sujet. C, comment va-t-on mettre en œuvre cette présentation? Et puis, cela fait, il faudra passer à l'explication, c'est-à-dire la démonstration, le E. L'explication est donc une démonstration qui s'appuie sur des citations, descriptions, explications et un apport de connaissances. Quand cette explication sera terminée, il faudra conclure le travail par une phrase conclusive ou deux. Et cela doit permettre de donner l'élément fort qui se dégage de la démonstration et ouvrir sur un événement qui suivra ou sur un sujet lié. Au niveau du travail, il ne faudra pas oublier de sauter 2 lignes entre le lancement introductif et la démonstration, puis entre la démonstration et la phrase conclusive. Au sein de la démonstration, il est nécessaire de sauter 1 ligne entre chaque paragraphe et d'aller à la ligne pour chaque idée en faisant donc des alinéas. N'oubliez pas non plus que aérer le texte, c'est important pour le confort du lecteur. Appliquer la méthode Candice ne veut pas dire pour autant être prisonnier d'un pas à pas méthodologique. Chaque point doit apparaître, mais dans l'ordre que vous souhaitez. C'est votre liberté d'écriture. Cette gravure humoristique anonyme, réalisée en 1792, dépeint Louis XVI, monarque constitutionnel contraint, lors d'un épisode révolutionnaire lié à l'éruption du peuple parisien au palais des Tuileries en juin 1792. L'auteur s'adresse aux Parisiens, à qui il délivre un message politique ironique sur la complexité et l'ambiguïté des relations entre le roi et la nation à partir de 1789. Nous analyserons ce document à travers le semblant d'adhésion du roi à la Révolution et la réalité de sa pensée et de son action. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre travail, n'hésitez pas à mettre sur pause afin de prendre connaissance des différents éléments apparaissant sur les diapositives. Ici, il s'agit de repérer les éléments qui pourraient donner le sentiment que le roi adhère à la Révolution. Le bonnet phrygien, la cocarde tricolore et le Vive la Nation qui sont représentés sur la gravure, ainsi que la légende, sont à prendre en considération avec beaucoup d'attention. Mettez sur pause. Observez les caractéristiques physiques et l'expression du visage de Louis XVI, lisez bien la deuxième phrase de la légende et à partir de là vous allez pouvoir déterminer l'orientation de l'auteur. Mettez sur pause. L'auteur est sans complaisance avec Louis XVI. Il dénonce avec ironie sa fourberie. La note explicative donne 2 éléments permettant de comprendre l'attitude du roi le 20 juin 1792. Tout d'abord, il y a cette manifestation populaire organisée par des députés révolutionnaires, les Girondins, afin de célébrer le serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Mais le fait marquant est que le roi est confronté à une pression du peuple très menaçante, puisqu'il envahit le palais royal. C'est donc sous la contrainte que le roi agit. Le titre originel de ce document, Nouveau pacte de Louis XVI avec son peuple, est donc particulièrement ironique. Après ce petit travail de décortiquage, il est nécessaire de mobiliser des connaissances par rapport à ce qui a été donné à voir et à lire avec le document, le bonnet phrygien, la cocarde tricolore, le serment du jeu de paume. Mais il faut aussi se pencher sur l'invisible suggéré par la date, la fuite de Varennes qui avait eu lieu en juin 1791. Pour rappel, le 20 juin 1789, rejoint par des députés du bas clergé, le tiers-état qui s'était proclamé Assemblée nationale prête le serment du jeu de paume de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Second rappel, le 14 juillet 1789, les Parisiens attaquent et prennent la Bastille. Devant ce coup de force, le roi renvoie ses troupes, les chefs de son armée jugeant impossible de venir à bout de cette insurrection. Le 17, il arbore la cocarde tricolore qui semble symboliser l'union du roi avec son peuple à travers les couleurs de Paris,
bleu et rouge, et de la monarchie, le blanc. Le bonnet phrygien devient rapidement le symbole du peuple en lutte, ayant gagné sa liberté par lui-même. Autre point important. Le roi se coupe de la population par sa fuite de la capitale le 20 juin 1791. Il veut gagner la Lorraine pour reprendre le pouvoir par la force avec le soutien de troupes fidèles et des souverains étrangers. Mais la famille royale est capturée à Varennes et ramenée à Paris. Une fois ce travail préparatoire achevé, il faut passer à la rédaction de la démonstration. Le premier paragraphe va mettre en avant le roi qui semble avoir accepté la Révolution et sa grande nouveauté, la souveraineté nationale, même si cela n'a pas été facile à accepter pour lui. Il va falloir donc présenter rapidement le serment du jeu de paume, le 17 juillet le roi qui accepte la cocarde tricolore, le 14 juillet 1790 la fête de la Fédération et le serment du roi à la nation, et le 20 juin 1792 quand le roi boit à la santé de la nation, renouvelant ainsi le serment de juillet 1790. Ce sera l'occasion d'expliquer aussi la symbolique du bonnet phrygien. Le deuxième paragraphe va faire apparaître toute l'ambiguïté du roi et la guerre occulte qu'il mène à la Révolution. Les événements de début juillet 1789 avec la prise de la Bastille, les journées d'octobre 1789, la fuite de Varennes, cette fameuse journée du 20 juin 1792, et on peut même aller jusqu'à juillet 1792 lorsque le roi utilise le veto pour empêcher la levée de volontaires pour défendre la patrie. Il existe un petit problème dans ce sujet officiel des épreuves communes de première en histoire-géographie. Il est indiqué que ce document a été réalisé en juin 1792 dans la présentation du document, tandis que dans Source, il est noté V. 1792. Cette caricature a donc vraisemblablement été réalisée en juillet 1792. Or, en fonction de la date présumée, l'analyse ne peut pas être tout à fait la même. Cela n'a pas beaucoup d'incidence en réalité. Maintenant, voici un exemple de conclusion. Louis XVI entretient des relations compliquées avec la nation, car il en est tout à la fois le roi et le prisonnier. D'autant plus que la Révolution ne se fait pas au départ contre la personne du roi, mais contre un régime politique et social. Parfois, le roi semble donner des gages au changement, mais en réalité, il veut retrouver sa liberté et son autorité pleine et entière. Ceci le conduit à jouer un double jeu dangereux qui s'achèvera lors de la prise dramatique des Tuileries le 10 août 1792 et par sa déchéance.